Et nous sommes toujours en direct du Salon du Cheval de Paris, au cœur de ce hall 6 où l'ambiance est c'est exceptionnelle. Sur le plateau télé, pour poursuivre la rencontre avec les acteurs de la filière équine, on va tout de suite parler de la formation et de la transmission des savoirs dans le monde équestre avec nos trois invités. Il y a tout d'abord Karine Ardouin. Bonjour Karine, responsable des formations au sein du CREF. Bonjour. Bonjour. On a Céline Marche, responsable du pôle formation et du CFA au sein de la Fédération française d'équitation. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Philippe Rosier, évidemment cavalier professionnel, champion olympique par équipe à Rio. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci dans votre emploi du temps à chacun d'avoir pris quelques instants pour nous rejoindre sur ce plateau télé. On va parler donc de la formation et de la transmission des savoirs dans le monde équestre. Peut-être, déjà, on va pouvoir parler des nouveaux besoins en termes de formation. Est-ce qu'on peut parler des attentes des jeunes? Comment les attentes des jeunes et des professionnels ont-elles évolué ces dernières années? Alors de toute façon, dans les professionnels, quel que soit leur secteur d'activité, sont toujours en train d'évoluer vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des attentes de la clientèle. Et comme l'équitation évolue également. Et voilà. Et donc on observe quand même des attentes de la clientèle des établissements équestres en termes d'évolution, notamment sur une recherche de relation homme-cheval beaucoup plus importante. On a également beaucoup de thématiques sociétales autour de tout ça, une pratique qui s'oriente un petit peu plus vers le sport vers les loisirs, la famille, plutôt que sur la compétition. Donc forcément, les professionnels continuent à se former et font évoluer leurs produits, leurs activités dans leurs entreprises en fonction de ces attentes. De même, autre enjeu sociétal, la qualité de vie au travail. Donc là, on a les employeurs qui vont aller chercher en termes de formation continue des ressources et des compétences en management ressources humaines et tout autour de la thématique qualité de vie au travail, parce qu'on est dans un secteur d'activité où les métiers sont dits en tension, c'est-à-dire qu'il y a moins de réponses aux offres d'emploi qu'il n'y a d'offres d'emploi, quoi. Karine. Oui, je pense que Céline, je pourrais rajouter qu'effectivement, il y a la formation continue qui évolue pour répondre à ces enjeux sociétaux. Mais la formation professionnelle, la formation de nos futurs enseignants, nos futurs entraîneurs, justement, va aussi se modifier pour aller vers répondre aux attentes de notre clientèle. Par rapport, par exemple, on va beaucoup plus prendre en compte les besoins de la clientèle pour faire une offre d'activité liée à le développement de la relation homme-cheval. Voilà, on va avoir l'équitation éthologique et on va former en fait nos jeunes pour développer ces compétences-là. Il faut savoir que ces évolutions sont déjà prises en compte dans nos diplômes et notamment à travers la dernière rénovation du BPGEPS. Qui est constitué de 4 blocs de compétences et notamment les blocs 1 et 2 font la part belle à cette relation avec la clientèle, l'analyse des besoins des clientèles, etc. à travers des épreuves, des référentiels de formation, mais également d'épreuves certificatives. Philippe, vous enseignez également, vous accompagnez évidemment l'équipe de Monaco, mais vous enseignez également à des enseignants. Est-ce que vous constatez les mêmes besoins, les mêmes attentes? Oui, totalement. Si vous voulez, nous on est un petit peu les ambassadeurs de notre pays aussi, hein, parce que voilà, on a la chance de voyager beaucoup, de voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il faut aussi s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur. Moi, je vois des choses très intéressantes dans d'autres pays, donc ça, il faut regarder aussi ce côté-là. Oui, il y a de la demande, bien sûr qu'il y a de la demande dans tous les côtés. Nous, on est très sollicités pour des stages régulièrement. Moi, je pourrais faire que ça, mais j'ai pas le temps. Et puis, j'ai été entraîneur pour le Maroc pendant 5 ans. On est parti d'une feuille blanche et on a amené des équipes au haut niveau. Et j'ai fait la même chose avec Monaco. On est parti d'une feuille blanche avec des jeunes. Hein. C'est surtout des jeunes au départ. Et on a un titre de champion d'Europe déjà. On a une cavalière qui vient de gagner un Grand Prix 5 étoiles à 18 ans. Donc, le job est plutôt pas mal. Voilà, c'est des children qui passent en junior, de junior en young rider. Pour l'instant, on n'a pas de senior encore, vraiment de senior. Mais non, bon, c'est passionnant et intéressant parce que j'aime beaucoup transmettre.
Céline, Karine, quels sont les principaux défis aujourd'hui à intégrer dans les parcours de formation équestre? On en a parlé, peut-être la relation cavalier-cheval, le bien-être également, le bien-être au travail, qui est vraiment une notion qui arrive de plus en plus. Karine? Oui, effectivement. Après, moi, j'aimerais aussi rajouter qu'au niveau des parcours de formation, l'individualisation par rapport aux stagiaires que l'on a est très importante. Le suivi et l'accompagnement dans l'architecture en fait, de nos parcours de formation est un fondamental. On cherche justement, aujourd'hui on est quand même dans une société de l'immédiateté, c'est je fais un effort, il me faut un résultat. Donc notre défi dans les parcours de formation, c'est de vraiment accompagner l'élève, le stagiaire du début jusqu'à la fin, le développement de ses compétences métiers et de donner vraiment du sens en fait, à ce qu'il fait à chaque moment et à chaque période de cette formation. Céline? Et ça se transcrit dans de nouvelles modalités pédagogiques. On a vu arriver du e-learning, etc. On a l'arrivée de l'IA, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. En fait, les parcours sont construits différemment. On est déjà sur des parcours, déjà les diplômes sont écrits pour font la part belle à la pédagogie de l'alternance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le centre de formation, il y a également la partie entreprise qui est devenue, ça fait partie de la réforme de 2018 sur la réforme de la formation professionnelle dans son ensemble. L'entreprise devient un lieu de formation à part entière et donc la construction de ces parcours dans les deux sites de formation avec un bout de e-learning, avec un accompagnement individualisé font qu'on avance et qu'on arrive, j'espère, à répondre à ces challenges, à ces nouveaux challenges. Ouais, effectivement, parce que dans la formation, il y a la partie théorique, mais il y a aussi la partie pratique qui permet avec l'alternance de la découvrir, cette partie pratique, et de se confronter aux réalités du terrain. Justement, comment mieux former aux réalités du terrain? Eh bien, comme vient vous dire Céline, on est quand même dans des métiers, des formations en alternance. Donc en alternance, ça veut dire que quand même ils sont une très grande partie du temps dans la réalité du terrain, au sein d'une entreprise, au sein d'une structure équestre. Donc déjà, je pense qu'ils sont au bon endroit pour développer ces compétences. Ils sont en relation, ils sont en lien avec un tuteur ou un maître d'apprentissage qui va les accompagner. Et ce rôle est aussi important en fait que le formateur parce qu'ils sont plus de temps quand même en entreprise. Donc au niveau défi pour nous, je pense, et pour le tuteur, c'est justement de créer un trio entre l'élève, le tuteur et le formateur pour développer au mieux les compétences du métier. Et d'ailleurs, nous, à la FED, on s'attache à donner des outils aux organismes de formation et notamment donner des outils justement dans cet accompagnement. On en a parlé dans la formation continue de la qualité de vie au travail, mais la première expérience, c'est celle où sa première expérience aux côtés dans l'entreprise. La plus grosse difficulté de nos formations, c'est de faire passer tous ces jeunes ou ces moins jeunes de cavaliers pratiquants à professionnels. La grande majorité, au 31 août, il est client de l'entreprise, il est client du centre équestre, il vient pour monter à cheval et le 1er septembre, il est apprenti, il est salarié dans l'effectif de l'entreprise. Donc des fois, les débuts peuvent être un peu difficiles parce que la réalité du métier, etc., peut surprendre. Et donc nous, on essaye d'accompagner les tuteurs et les maîtres d'apprentissage pour prendre en compte ces besoins, ces évolutions. Alors on a tout un tas de modalités de suivi et d'outils, voilà. Et justement pour eux, la pédagogie évolue aussi, autant que les attentes des cavaliers et des enseignants. Qu'est-ce qui change concrètement dans la manière d'enseigner aujourd'hui? Je dirais la prise en compte de l'individu. D'accord. Voilà, on parlait du bien-être au travail. Je vois Philippe qui prend le micro. Continuez, Karine, n'hésitez pas. Voilà, au niveau pédagogie, je dirais qu'au moins dans les structures équestres, ça a quand même évolué. On était des fois sur des pédagogies un petit peu plus directives. Maintenant, on essaye d'aller sur une pédagogie qui développe l'autonomie aussi du cavalier, la pédagogie ludique, une pédagogie plus active.
Je sais Autant pas que si se Philippe, développe aussi l'équitation, un peu plus de loisirs peut-être. Oui, on rejoint là ce qu'a dit Céline en tout début sur les attentes de notre clientèle. Philippe. Oui, moi j'ai pris le micro parce que je m'aperçois au fur et à mesure de mon expérience et de tout ce que je côtoie, c'est qu'on devient des psys aussi. Ah. Voilà, parce que moi, c'est le comportement du cavalier qui m'intéresse avant le comportement du cheval. Le cheval, c'est une conséquence. C'est-à-dire un cheval nerveux, en général, le cavalier est nerveux. Tu vas chez quelqu'un qui est nerveux, son chien, en général, il est nerveux aussi. C'est quelqu'un qui est agressif, son chien, il est souvent agressif, et vice-versa. Donc moi, je m'intéresse dans les stages que je fais, parce que 3/4, si c'est pas plus, je les connais pas, je les découvre pour la première fois. Je suis là pendant un jour ou deux pour les faire travailler. Dans des stages organisés dans des centres équestres, des clubs, je ne parle pas des gens qui viennent chez moi, mais c'est pareil au début. Donc je m'intéresse au cavalier en premier, savoir de genre qu'est-ce qu'il veut faire, quels sont ses objectifs, parce que moi j'en ai quand même 1 sur 2, il veut être champion olympique, mais bon, il a le droit, et ça, je pense que si tu rêves pas dans ce sport, tu n'y arriveras pas. Moi je rêve, et encore aujourd'hui, sinon je serais pas à cheval là, je rêve de quelque chose pour prendre du plaisir, et en tout cas continuer dans la performance, et la performance, c'est quand même, à la fin, c'est un plaisir. C'est pas confortable, mais à la fin, c'est un plaisir. Et alors comment vous faites pour, comme ça, faire évoluer votre pédagogie vers plus de psychologie, ce que vous dites? Ouais, bah, de toute façon, c'est du partage d'expérience? Déjà, mais moi j'ai travaillé déjà avec un préparateur mental. On travaille de plus en plus avec des préparateurs mentaux. Avant, quand tu disais ça, on a l'impression que tu avais un problème. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Avant, quand tu disais j'ai un préparateur mental, on dit oh là, le gars il a des problèmes. Non. Moi, je veux être plus performant, je veux être meilleur, je veux avoir des réponses à des questions que je me pose, et que si tu poses cette question-là à ta famille, on va dire mais non, ça va, t'inquiète pas. Moi, le premier préparateur mental que j'ai pris, c'était pour aller 1 an et demi avant les Jeux Olympiques, parce que je voulais savoir si j'étais capable d'y retourner. J'en avais déjà fait 4. Et c'était mes 5e Jeux Olympiques. Et je sais où je vais. Quand tu sais pas où tu vas, tu te rends pas compte, mais bon, ça peut être un film d'horreur. Ça peut transformer. Donc j'avais des questions, je sais que si je pose ces questions-là à mes amis ou à ma famille, on me dit bien sûr, tu vas y aller, bien sûr, allez, go, on y va. Mais ça ne marche pas comme ça, surtout quand tu sais où tu vas. Donc moi j'avais besoin d'avoir des réponses, donc j'ai travaillé avec un préparateur mental qui m'a beaucoup aidé et qui m'a nettoyé, je dirais, des choses négatives pour aller dans le positif. Avec un cheval, si tu n'es pas positif, tu laisses tomber, ça ne marche pas. Ça marche pas. Le cheval, c'est une éponge. Et tu peux regarder que, je dis toujours à mes élèves, quand tu as gagné, tu peux prendre ta journée à l'envers. C'était une belle journée pour commencer. Tu gagnes pas le jour où tu n'as que des emmerdes, où tu n'as que des trucs qui te tombent sur le dos, et surtout dans ce que je fais, parce que bon, là, on est quand même dans le très haut niveau, mais tu prends ta journée à l'envers. Moi, les jours où je gagnais, c'était une belle journée dès le matin, en général. Je suis pas parti avec des emmerdes. Mais voilà, donc tout ça, j'essaye d'analyser, et chaque cavalier, pour moi, c'est du cas par cas. J'en ai qu'il faut que je pousse, j'en ai d'autres qu'il faut que je rassure, j'en ai d'autres qu'il faut que j'explique un peu plus longtemps. Ça, c'est comme la sortie de piste et l'entrée de piste avec les élèves. Il y en a, il ne faut pas leur parler avant d'entrer en piste. Il y en a d'autres, il faut leur parler. À la sortie, c'est pareil. Il y en a, il faut tout de suite donner des informations à la sortie. D'autres, il faut attendre. Tout ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Parce que la partie cheval, je la connais. Je dirais pas très bien, mais je la connais bien depuis plus de 40 ans. La partie humaine, je m'en suis occupé un peu plus tard. Voilà. Et alors justement, est-ce que vous vous êtes formé, vous, sur cette partie psychologique? Est-ce que on parlait de formation continue. Est-ce que vous êtes formé? Moi, je me suis formé avec mon préparateur. D'accord. Okay. Parce que si mon préparateur mental, à partir du moment où il m'a aidé, ça fait des petits, automatiquement. Donc, on a organisé des stages où moi, je donne des cours. Les cours finis, il va passer 1 heure, une demi-heure avec le préparateur mental pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant son cours. Et moi, après, avec le préparateur mental, parce que l'élève lui dira des choses qu'il ne me dira pas moi. Et encore moins ses parents, encore moins... Moi, je l'envoie déjà, ils sont un peu bloqués. Je dis, écoute, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a, mais j'y arrive pas. Il est bon, mais il manque un truc. Il est bon. Et lui, après, il me dit, prends-le comme ça. Parce qu'eux, ils savent faire ça. Moi, je ne sais pas au départ, ce n'est pas mon métier. Il me dit, celui-là, sois un petit peu plus dur avec. Celui-là, sois un petit peu plus tranquille. C'est lui qui me donne les infos. Il ne me parle pas de sa vie privée. Parce que c'est très personnel, tout ça. C'est son jardin au cavalier. Mais il me donne des infos. Et pour la petite histoire, mon préparateur mental avait travaillé avec Rodrigo Pessoa.
Rodrigo Pessoa avait pris l'équipe irlandaise pendant 2 ans, était entraîneur de l'équipe d'Irlande, où tu as 5 cracks, et Rodrigo n'arrivait pas à mettre l'équipe ensemble. C'était 5 individuels. Et il n'arrivait pas. Et donc il a fait venir le préparateur mental, où individuellement, il a parlé avec ces cavaliers-là, et à un moment ou à un autre, il a réussi à faire la synthèse de tout le monde, parce que lundi matin, chacun dans ce sport, chacun part chez soi. Hein. Ça reste un sport individuel. Mais quand tu as une épreuve par équipe, ou un championnat, un Jeux Olympiques, championnat d'Europe, et je dis pas que c'est que ça. Et Rodrigo, avec l'équipe irlandaise, est championne d'Europe par équipe. Voilà. Et ça, c'est de l'expérience qu'il faut mettre au service des autres. Évidemment, merci. Karine, est-ce que vous vouliez compléter? Céline voulait compléter. Je vais rebondir sur ce que dit Philippe. Je reviens à la formation continue des professionnels. On a fait évoluer aussi notre offre de formation dans ce sens-là et la préparation mentale sur des journées de formation, donc soit sur le parc équestre fédéral ou ensuite organisées par les Creux. On a même des journées de formation avec des préparateurs mentaux, mais qui ne vont pas voir le côté compétition. C'est juste ce que disait Philippe. Juste le cavalier, même dans sa carrière, même s'il n'a pas besoin, n'a pas d'objectif de résultat sportif, étant donné qu'on travaille avec des chevaux, eh bien les enseignants, on l'intègre petit à petit au niveau de la formation continue parce qu'il y a eu également besoin pour le cavalier, mais même galop 1, galop 2, et je dirais même tout aussi important, parce que les déséquilibres du cavalier débutant ont une incidence, les déséquilibres, les peurs ont une incidence sur les chevaux et les poneys. Et la préparation mentale, maintenant, est intégrée au niveau des centres équestres dans la pratique quotidienne. C'est très intéressant. On avait une très bonne conférence tout à l'heure avec Arnaud Boiteau sur la préparation mentale également, parce qu'évidemment, le cheval est une éponge à émotions et il reçoit toutes les émotions positives ou négatives que l'on renvoie. Et donc, c'est très important. Et ça s'apprend à gérer, ça. Je veux dire que moi, j'ai appris à gérer, parce que ce que je dis toujours, tu as le stress positif et le stress négatif. Bien et sûr. Le stress, il est là. Moi, je me souviens, en rentrant d'un très gros championnat, on avait fait un truc avec des gamins d'une école. Il me dit, mais comment vous faites, un tout petit, il avait 10-12 ans. Mais comment vous faites pour pas être stressé, pour pas avoir peur quand vous rentrez en piste? Il dit, parce que moi je suis comme ça. Mais j'ai dit, mais tu rigoles, moi aussi j'ai peur. Mais j'ai peur de faire quoi? De faire 4 points. J'ai pas peur du parcours, parce que sinon j'y vais pas. Mais j'ai peur de faire 4 points, j'ai peur de mal monter, j'ai peur de rater une distance. Voilà, ça c'est une peur qui est différente, mais qui reste positive. Et le stress, s'il n'est pas là, c'est que tu fais pas de sport. Tous les sportifs de haut niveau te diraient qu'ils sont stressés. Après, ça se voit ou ça se voit pas. Je reste avec vous, Philippe, parce que, évidemment, dans un sport où l'expérience compte énormément, et Dieu sait que vous en avez de l'expérience, vous la transmettez. On parle de transmission dans cette interview. Quel est, selon vous, le rôle d'un mentor aujourd'hui pour les jeunes? Je pense qu'il est fondamental parce que je ne connais pas un cavalier de haut niveau qui n'a pas un mentor. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un qui va vous dire, moi, j'en ai pas. Exemple, ou j'ai pas d'idole. Votre mentor? Mon mentor, j'en ai plusieurs. J'ai la chance, quand j'étais très jeune, de croiser un Américain qui s'appelait Michael Matz, qui était la star aux États-Unis, qui avait une équitation exceptionnelle. C'était beau à regarder. Je suis parti aux États-Unis pendant un mois et demi. Je parlais pas un mot d'anglais. Je suis revenu au bout de 2 mois. Ça a changé ma vie. J'ai dit là, on change tout. Alors que j'ai un père qui est champion olympique et je suis déjà dans des conditions extrêmes, mais ça a changé ma vision de l'équitation. J'avais cette vision européenne et la vision américaine, j'ai fait un mixte des deux et ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, des Nick Skelton, des John Whittaker, des Rodrigo Pessoa. Marcel Rosier. Bah oui, mais j'ai pas le choix là. J'avais pas le choix. Mais moi, je pense qu'on peut être très efficace avec de la belle équitation. Et c'est surtout ça. Tu peux être efficace un peu archaïque, mais je trouve que la belle équitation efficace, pour moi, c'est celle-là la plus belle. C'est quand tu vois les grands cavaliers comme Marcus Henning et tout, et tu vois qu'il n'y a rien qui bouge et que tout est précis avec des chevaux qui sont pas faciles.
et que tu vois ce truc-là, et c'est de leur favori, c'est beau. Et moi, c'est ça qui me passionne le plus, et c'est ça que j'essaye de transmettre, c'est que on peut gagner en faisant vraiment de la belle équitation et du beau sport. Karine, Céline, est-ce que vous ressentez, vous, dans les formations aussi l'importance, alors évidemment de la transmission, mais du rôle de mentor, peut-être dans les expériences type alternance ou apprentissage, où généralement on fait une expérience professionnelle? C'est pareil. Quand on devient enseignant d'équitation, c'est qu'à un moment donné, on a rencontré notre enseignant d'équitation. Qui nous Donc, transmet la si passion. on a eu envie de faire ce métier, de devenir formateur derrière, c'est qu'à un moment donné, on a été fan d'une personne, d'une rencontre. Alors, c'est peut-être pas le premier enseignant, mais ça peut être le deuxième. Et voilà. Le mentor peut être n'importe qui. Ça peut même être quelqu'un qui n'a pas monté à cheval, ton mentor, pour moi. Bien sûr. C'est quelqu'un qui est au bon endroit, à la bonne place et qui te donne les bons mots et qui te donne de l'assurance, si tu veux, et qui t'emmène dans le bon chemin. C'est pas obligé que ce soit un cavalier très connu ou quelqu'un ou le champion du monde du village. C'est la personne qui a confiance, qui te connaît et moi, ce que je dis toujours, c'est la personne qui est au bon endroit au bon moment et qui a le bon mot. Ça change tout. Je vous propose de passer un petit peu et d'avancer, de regarder vers l'avenir. Comment aujourd'hui vous renforcez le lien entre les centres de formation et les structures équestres pour accompagner les jeunes? Karine. Oui. Déjà, je dirais par l'échange entre le centre de formation et l'entreprise. Après, la formation évolue quand même, hein. Il y a des outils qui sont créés de plus en plus, des outils comme le livret d'alternance. On a des missions en entreprise que l'élève doit faire. Et ça, c'est toujours en lien avec le tuteur parce que la formation, elle est aussi importante en centre de formation que sur le terrain. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la réalité du métier qui vivent au sein de la structure. Céline. Il faut savoir que cette pédagogie de l'alternance, les jeunes en formation passent 60 à 70% de leur temps en entreprise. Donc les organismes de formation, les formateurs sont forcément en lien avec les entreprises et les préoccupations des entreprises, le quotidien, etc. etc. On va conclure cette table ronde avec une dernière question. Quelles sont selon vous les compétences clés que devra maîtriser un professionnel du cheval, je ne sais pas, peut-être dans 5, 10 ans? Moi, pardon. Non, je pense qu'il faut de plus en plus d'hommes de chevaux comment expliquer ça, pour expliquer comment ça fonctionne. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas comment ça fonctionne. C'est comme si tu fais de la voiture, puis un jour tu veux faire du karting, de la compétition ou de la moto, on t'explique comment il fonctionne le moteur, sinon il casse. Parce que tu vas accélérer, freiner, accélérer, mais d'un coup, poum, ça pète. Les chevaux, c'est pareil. C'est que je trouve que ça se perd un petit peu de vraiment expliquer comment ça fonctionne. Moi, mes élèves ou les gens, dans les écuries le matin, aller voir les chevaux au box, c'est pas seulement sur la piste, savoir ce qu'ils mangent, savoir si tout est en ordre, checker. On m'a dit ça un jour, j'ai toujours regardé, c'est la checklist du pilote d'avion avant le décollage. Le pilote d'avion, il ne va pas décoller s'il n'est pas sûr que tout marche, parce qu'il ne veut pas mourir. Nous, c'est pareil. Moi, une fois que je suis sur la piste, j'ai 2 minutes, c'est trop tard. Hein. C'est pas là que je vais changer grand-chose. Et dans le travail, bien sûr, de tous les jours, mais dans le comportement du cheval, de tous les jours, dans ce qu'il mange, moi, c'est ce qu'on m'a appris. J'ai eu la chance, c'est pas mon père, c'est mon grand-père. Moi, je suis de plusieurs générations. Et il m'a toujours dit, d'abord, tu apprends à les connaître, à les aimer, à les soigner, puis après, tu sauteras. Et aujourd'hui, les jeunes, ils veulent sauter d'abord. Et puis on verra après. Donc c'est comme ça, c'est les générations. Et voilà, donc je pense qu'il faut être plus près du cheval, avoir plus de connaissances, à mon avis, sur des choses simples, très simples. Donc se former, se cultiver aussi, bien aller sûr. à des conférences, Ouais, bien sûr, rencontrer des professionnels. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, on est là pour ça. C'est notre métier, parce que sinon on ne serait pas là. C'est de mettre notre expérience au service des autres, tout simplement. Et moi, des fois, on vient voir, on me dit, chouette, il a une grosse patte. J'ai dit, t'as regardé les fourchettes, c'est pas pourri par hasard? Ah, bah oui, peut-être. Oui, des choses simples où il y a une croûte, il faut nettoyer la croûte parce que sinon, voilà. Peut-être un conseil pour les jeunes qui nous ont rejoints, soyez curieux.
osez aller chercher de l'information, renseignez-vous. Oui, mais il y a plein. De toute façon, des bouquins, il y en a plein qui ont été écrits depuis la nuit des temps sur tout ça. Moi, j'ai rien inventé. Et ça existe depuis. Si on a un musée du cheval, si on a Saumur, si on a tout ça, c'est pas, c'est pas par hasard. Hein. Je veux dire, moi, je fais le tour du monde. Le savoir-faire français, on avait beaucoup d'avance. Beaucoup d'avance. Avec tout ce qui était militaire et tout ça, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Donc, on a une culture du cheval en France qui n'existe pas beaucoup ailleurs, hein, franchement. Karine, Céline peut-être. Moi, je rebondis et je suis d'accord avec ce que dit Philippe. On va avoir faire avant tout à des enjeux sociétaux. La transition écologique, notamment avec la gestion de l'eau. Ce sont vraiment des enjeux, le bien-être animal. Nos entreprises ont beaucoup évolué au cours des 30 dernières années grâce aux apports de l'éthologie. Maintenant, aujourd'hui, il faut que nos professionnels sachent en parler, expliquent pourquoi tel cheval a une couverture et pourquoi celui-là n'en a pas. Pourquoi est-ce qu'ils vivent à 4 alors qu'il y en a un qui est dans un box. Il faut qu'on explique ça aux gens parce que on a eu énormément de progrès techniques dans tout, que ce soit dans la protection du cavalier, dans les sols techniques, tout a évolué. Cette filière a vraiment fait, et comme le dit Philippe, vraiment fait un bond en avant et par rapport, on n'a pas à rougir face aux autres pays de la planète. Maintenant, il faut qu'on apprenne à en parler au grand public, dire oui, ben, si ce cheval-là est là, c'est qu'il y a une raison. Il mange, j'ai choisi celui-là est sur copeaux pour telle raison, celui-là sur de la paille, parce que ben, on est dans une région pas forcément productrice. Enfin, je veux dire, maintenant, il faut le mettre en avant. On a nos compétences, on maîtrise bien. Maintenant, il faut l'expliquer et les compétences de 2030 vont être plus vers la communication avec nos publics. Karine, peut-être pour conclure ? Oui. En tout cas, moi, je suis vraiment d'accord à ce que vous étiez en train de dénoncer. C'est vrai que moi, je suis plus en face des jeunes aujourd'hui et ce que vient de dire Philippe par rapport à l'homme de cheval. C'est ce qui revient énormément au niveau des employeurs et qu'il y a ce manque par rapport à peut-être une certaine époque. Mais en tout cas, je pense qu'on avance quand même dans le bon sens. On a des formations, de la formation continue, de la formation professionnelle. Ils ont tout à leur disponibilité pour évoluer dans le bon sens. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous trois. Je rappelle la Fédération française d'équitation a son stand. Je crois que c'est dans le hall 6, c'est juste derrière. Donc si vous voulez vous renseigner avec grand plaisir, la fédération sera là pour vous accompagner, vous aiguiller aussi pour les formations. Et je rappelle que vous avez une conférence dans quelques minutes, je crois une vingtaine de minutes, sur bien les formations sur les métiers du cheval. C'est bien ça. Peut-être un petit teasing sur ce que vous allez nous dire et nous transmettre tout à l'heure. Déjà, on va présenter les métiers de l'équitation. Qu'est-ce que c'est ? C'est les métiers qui sont dédiés à l'encadrement des activités équestres. On ne va pas pouvoir en 40 minutes traiter de tous les métiers possibles avec le cheval. Donc, les métiers de l'encadrement des activités équestres. On aura avec nous 2 témoins qui sont de parcours un petit peu différents. Et notamment une jeune qui a été meilleure apprentie de France, puisque grâce à la Société des meilleurs ouvriers de France, depuis 4 ans, le métier d'enseignant d'équitation a intégré ce fabuleux concours. Et c'est une chouette expérience. Superbe. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir partagé votre vision sur la formation et la transmission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine interview. À tout de suite.